Bonjour et bienvenue dans votre 16e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui nous allons traiter 2 cas cliniques, mais je sens tout de suite qu'une question vous brûle les lèvres. Pourquoi le rose? 7 octobre rose. Nous sommes tous au bloc opératoire habillés en rose afin de soutenir la recherche et le dépistage contre le cancer du sein. Alors, aujourd'hui 2 cas cliniques. Premier cas clinique, une patiente qui consulte pour des troubles trophiques majeurs d'origine sur insuffisance veineuse et insuffisance lymphatique avec la nécessité de rétablir le protocole de soins. Deuxième cas clinique, un patient diabétique, traumatisme profond en prétibial, et ce cas clinique va être mené jusqu'à cicatrisation avec la variation des protocoles de soins pour obtenir cette cicatrisation. Je vous souhaite donc un bon visionnage de cette 16e CPE-CP. Une patiente qui m'est adressée en consultation pour des troubles trophiques bilatéraux des membres inférieurs sur insuffisance veineuse, syndrome post-thrombotique bilatéraux et insuffisance lymphatique. J'enlève ces bandes de contention. Il s'agit probablement de plaies exsudatives car je découvre à travers la tubulure un pansement super absorbant. Donc on peut penser que ces plaies sont très exsudatives. Il existe d'ailleurs une fuite des exsudats sur la partie centrale du pansement. Et à la découverte du pansement, il existe effectivement des pansements qui se chevauchent avec une zone libre de pansement. Et c'est par là bien sûr que les exsudats ont fui. Autre élément, à l'ablation du pansement superabsorbant, la patiente présente des douleurs car le pansement est très adhérent au niveau des plaies. Lorsque le patient se plaint de douleurs lors de la confection du pansement, il est important que nous remettions en cause notre protocole de soins. Un pansement qui le plus souvent est quotidien ne doit pas être douloureux et être vécu comme une épreuve par le patient. Nous sommes ici en présence de troubles trophiques d'insuffisance veineuse chronique constitués, une hyperpression veineuse responsable de l'augmentation de la perméabilité des capillaires, l'accumulation interstitielle des macromolécules et une déficience du système lymphatique est dépassée, sa capacité de résorption est dépassée. Du coup, nous avons ce qu'on appelle une hypodermite veineuse jambière bilatérale avec des troubles trophiques d'origine lymphatique, un aspect de jambe moussue. Je profite de ce cas pour vous montrer une deuxième patiente que je suis en consultation qui présente aussi des troubles trophiques d'insuffisance veineuse chronique associée à l'insuffisance lymphatique avec un aspect de papillomatose cutanée constituée chronique. Quel protocole de soins allons-nous pouvoir proposer à notre patiente? Le lavage de la jambe se fait sous la douche avec du savon doux, neutre, non parfumé. Un petit détail, l'utilisation de savon en pain est contre-indiquée car il a été prouvé que des morceaux de savon peuvent rester au contact de la plaie, donc toujours utiliser du savon liquide. Il y a une pathologie qui évolue aussi par poussée, il peut y avoir des exsudats un peu plus importants, une dermite irritative ou caustique qui s'installe. Donc là, une préparation magistrale à base de dermocorticoïdes et d'acide fusidique. Nous avons vu que la plaie était douloureuse lors des changements de pansement, parce que le pansement primaire hyperabsorbant était adhérent au niveau de la peau. Dans ce contexte-là, mise en place d'une interface grasse en monocouche et le pansement hyperabsorbant va devenir un pansement secondaire qui n'adhérera en aucun cas au niveau de la peau et donc pas de douleur lors de la confection des pansements. Le pansement secondaire superabsorbant doit couvrir l'ensemble des surfaces cutanées. Il ne faut en aucun cas laisser une surface sans pansement, car c'est à ce niveau que nous allons avoir des fuites d'exsudats pendant la journée. Du côté contralatéral, on retrouve les mêmes problématiques, un pansement superabsorbant en contact direct avec la peau, ce qui occasionne des douleurs lors de son retrait, même en l'humidifiant un maximum. On retrouve les mêmes types de troubles trophiques de stase véno-lymphatique. Nous allons instaurer le même type de protocole de soins que du côté gauche, avec bien sûr la pose de contention bilatérale matinale.
Un patient diabétique non insulinodépendant présentant un traumatisme prétibial datant de 15 jours est adressé en consultation. Il existe comme pansement secondaire un hydrocellulaire, qui est un hydrocellulaire adhésif, et je remarque à son ablation une irritation et même un phénomène d'arrachement ici de la peau périulcéreuse, donc il va falloir arrêter de mettre en place un pansement adhésif. On voit que cet hydrocellulaire est peu saturé, nous sommes en présence d'une plaie peu exsudative. Le pansement primaire est une interface grasse neutre. On voit que la plaie est recouverte à 100% de fibrine, il s'agit d'une plaie profonde prétibiale. Alors comme ce patient est diabétique, il faut toujours penser à une artériopathie oblitérante des membres inférieurs du patient diabétique. Je constate que le pouls pédieux est faiblement frappé, difficilement perceptible, mais présent. En revanche, le pouls tibial postérieur est perçu de suite. Je vais quand même faire effectuer à ce patient un échodoppler artériel des membres inférieurs, car la présence d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs du patient diabétique peut être à elle seule un facteur de retard de cicatrisation de cette plaie. Mais le prélèvement réalisé par le médecin traitant mise en évidence la présence d'un staphylocoque qui est actuellement traité par monoantibiothérapie efficace. La plaie est lavée au sérum physiologique, je constate qu'il y a un contact osseux, donc nous sommes directement sur le périoste du tibia. Le fait qu'il y ait un contact osseux comme ça, suffit à lui seul de faire un diagnostic d'ostéite, mais le patient a une antibiothérapie à forte pénétration osseuse. En revanche, je vais la prolonger pour une période de 4 à 6 semaines. Le seul moyen d'avoir une action au fond de ces plaies profondes, le plus efficace, c'est de mettre en place une pommade, et donc là, une pommade à base de sulfadiazine argentique. Alors, l'interface qui avait été mise en place ici sur ces plaies profondes n'est pas au contact avec le fond de la plaie. Alors, voilà, il faut aller au fond de la plaie et seule une pommade ou à la limite une mèche, mais trop petite ici, pour avoir un contact au fond de la plaie. Donc ici, pommade à base de sulfadiazine argentique, action de fibrinectomie autolytique et bactéricide local. Ne rien coller sur la peau périulcéreuse, mise en place d'un pansement super absorbant maintenu en place par une tubulure avec un protocole de soins quotidien. On voit une semaine ce patient avec son protocole de soins de fibrinectomie autolytique à l'aide d'une pommade de sulfadiazine argentique. Le pansement secondaire est un super absorbant. On le retire, on voit qu'il y a une bonne couche de pommade qui a été mise en place. Voilà, le pansement est peu saturé, il y a essentiellement de la pommade. C'est une plaie sèche et fibrineuse. Donc nettoyage de la plaie au sérum physiologique, qui n'est plus aussi agique que la semaine dernière. Voilà, donc la fibrine quand même est constituée, on ne peut pas faire une fibrinectomie manuelle, de toute façon le patient est trop agique, et puis surtout on est sur le tibia, hein. Donc hors de question d'aller enlever le périoste du tibia ici, voilà, qui est ici présent. Voici la photo de cette plaie profonde et fibrineuse. Je lui represcris le même protocole de soins pour une semaine supplémentaire. Je revois donc le patient la semaine d'après. Nous sommes à 15 jours de fibrinectomie autolytique à l'aide d'une pommade à base de sulfadiazine argentique. Pansement super absorbant en place. Par-dessous la pommade. La plaie sera toujours nettoyée au sérum physiologique et non pas avec un antiseptique. Je constate donc qu'il y a de la fibrine constituée au niveau de la plaie ici dans sa partie supérieure. Et je vais tenter de réaliser une fibrinectomie manuelle au bistouri, sans être bien sûr agressif. Et je constate rapidement que cette fibrine est bien constituée. On n'est plus sur le périoste, il y a quand même du tissu qui est remonté. Mais cette fibrine est très constituée et ne peut être enlevée simplement de façon mécanique. Il va donc falloir poursuivre la fibrinectomie autolytique à l'aide d'un autre protocole de soins.
Voici l'aspect de la plaie. Nous avons de la fibrine constituée, la plaie moins profonde, un tissu de granulation qui commence à apparaître. Je préconise une protection de la peau périulcéreuse à l'aide d'une pâte à l'eau. La pâte à l'eau se met tout autour de la peau périulcéreuse. Elle doit être toujours rajoutée, jamais enlevée. Elle va sécher, former comme du plâtre et va craqueler, s'enlever toute seule. Le pansement primaire est un pansement irrigo-absorbant pour continuer la fibrinectomie autolytique avec un protocole de soins quotidien. Ces pansements se changent tous les jours. Et pour rajouter du confort pour le patient, un hydrocellulaire adhésif et qui colle bien à distance de la peau périulcéreuse pour n'avoir aucune action traumatique. Je revois donc le patient à 15 jours. Je me suis donné 15 jours d'action de fibrinectomie autolytique à l'aide du pansement irrigo-absorbant. On constate que l'hydrocellulaire adhésif n'entame pas la peau, qui n'est pas du tout imprégné par l'irrigo-absorbant, puisque la couche externe de l'irrigo-absorbant est imperméable. Donc, pas de fuite de l'eau contenue dans le pansement. On voit la pâte à l'eau tout autour. Ici, le pansement irrigo-absorbant qui n'est pas adhésif au niveau de la plaie. La plaie est nettoyée au sérum physiologique. On constate une bonne évolution locale avec un tissu de granulation centrale, un tissu d'épidermisation puisque nous avons une diminution de la surface de la plaie. Et il existe en périphérie, donc sur les deux extrémités, de la fibrine persistante. Je vais donc lui represcrire le même type de protocole de soins, vu la bonne évolution que nous avons eue en 15 jours avec ce pansement irrigo-absorbant. Ici, une petite plaie surajoutée qu'il va falloir prendre en compte. Voici la photo de la plaie avec ce tissu de granulation qui est en train de se développer. Je lui prescris donc le même protocole de soins. Mets une petite pommade à base d'acide hyaluronique sur la plaie du bas et de la pâte à l'eau tout autour avec le pansement irrigo-absorbant et l'hydrocellulaire. Je le reverrai maintenant en consultation dans un mois. Je revois le patient en consultation à un mois de la dernière consultation. Nous communiquons avec les infirmières par mail s'il y a une aggravation de la plaie et une nécessité de changer le protocole. Ça n'a pas été le cas pour ce patient. L'hydrocellulaire est enlevé, ainsi que l'irrigo-absorbant. La plaie est toujours nettoyée au sérum physiologique. Nous constatons qu'il s'agit d'une plaie en pleine phase de granulation, petite fibrine centrale et sur la partie supérieure, non exudative. Dans ce contexte-là, je préconise la mise en place d'une interface active libérant des inhibiteurs des métalloprotéases. Voici une photo de la plaie à 15 jours d'interface active avec un hydrocellulaire simple mousse comme pansement secondaire et une semaine de plus avec cette interface active. La plaie est complètement cicatrisée. Je préconise la mise en place d'un pansement hydrocellulaire en mousse de protection. C'était donc votre 16e consultation des plaies cicatrisation partagée. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.